Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse d'Essilor suite à la publication de ses résultats annuels. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de l'action Essilor. On voit que ça a bien boosté là depuis début janvier et la publication a bien été reçue puisqu'il y a eu un gap à l'ouverture. Alors, est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser à Essilor, vu qu'on est au plus haut? On va regarder ça. Donc, en médiane, on a une croissance du chiffre d'affaires qui est très élevée, à 18,2% sur la période, c'est très bon. En revanche, 2023 et 2024, c'est moins bon en termes de croissance, on est plutôt sur du 3,5 et du 4,5. Donc, croissance organique surtout, bien qu'on ait eu une acquisition quand même on a eu 2 milliards d'acquisitions, un peu moins de 2 milliards d'acquisitions sur 2024. Bon, est-ce que la croissance organique m'a l'air assez faible quand même et on doit booster ça avec des acquisitions. Ce qu'on note, c'est qu'en tout cas il y a une croissance positive et c'est tout ce qui nous intéresse en tant qu'investisseur value. Si vous êtes plutôt un investisseur croissance, à mon avis Essilor c'est plus trop de la croissance très soutenue. Alors on va continuer avec les taux de marge. Ici on est sur un taux de marge brut qui indique qu'il y a un avantage concurrentiel. On est au-dessus de la médiane, on est à 62,5%, donc ça c'est pas mal. La boîte a quand même une bonne capacité à maintenir ses prix, donc ça c'est très bon. Le taux de marge d'EBITDA a monté, alors que le taux de marge brut est stable, donc on a dégagé de l'efficience opérationnelle, ça c'est excellent. On se trouve sur un taux de marge d'EBITDA à 24,7%, donc vraiment très bon. Le taux de marge net, lui, est très stable, donc malheureusement on n'a pas réussi à profiter de cette hausse du taux de marge d'EBITDA pour maintenir l'efficience financière. Donc on a un taux de marge net qui est pile sur la médiane, mais dommage, on a perdu peut-être à cause des frais d'intérêt ou autre, à cause du résultat financier en tout cas, ou fiscal, on a perdu de l'efficience. Bon, ce qu'on voit ici, c'est que les marges sont quand même belles et montrent que c'est un business qualitatif. Maintenant, les marges nettes sont pas très élevées, ça serait bien que ça soit un peu plus élevé. Alors, on continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont largement plus élevés que les bénéfices nets. Donc, est-ce qu'il y a une amélioration du BFR sur la période? Non. Est-ce qu'il y a une moindre dépense en capital qui fait qu'on a des meilleurs free cash flow? Alors oui, mais pas énormément. Donc, on a 4 milliards de dépenses en capital de moins par rapport aux dépréciations amortissements, ce qui veut dire qu'on n'investit plus autant dans l'appareil productif. Donc peut-être que le management voit que la croissance ne va pas continuer aussi fortement qu'avant. Après on peut compenser la croissance par des acquisitions et donc on libère peut-être des free cash flow pour faire des acquisitions. Donc là là ça explique une partie des différences qu'il y a entre le bénéfice net et les free cash flow. Et si on regarde les other non-cash items, on a 3 milliards. Donc là il manque encore une bonne partie de l'explication. Donc ça, allez dans les tableaux de flux de trésorerie pour comprendre d'où vient la différence entre les bénéfices nets et les free cash flow. On va utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette, puisque ça représente mieux la vraie rentabilité, profitabilité de l'entreprise. On continue avec l'endettement. Alors d'abord la rentabilité opérationnelle. Voilà, ça c'est quelque chose qui me tracasse un peu sur Essilor. Leur retour sur capitaux investis est très faible. On est sur du 5%. Actuellement, la médiane est à 5,12. Actuellement, on est un peu en dessous. C'est pas flambant en fait. Donc, c'est que ça reste supérieur à la croissance, puisque la croissance en organique est assez faible. Mais ça veut dire aussi qu'on n'a pas une énorme capacité à générer des excédents de cash sur cette boîte-là. Donc, on va voir sur le rendement de l'actionnaire ce que ça donne. Mais au final, on est un peu juste pour financer la croissance. Et ça, c'est pas exceptionnel. On continue avec l'endettement du groupe. Voilà, on a une dette qui monte, parce qu'il faut financer les acquisitions, la croissance. On n'a pas tant de free cash flow que ça. Donc c'est un problème pour moi. On est sur moins de 2 fois l'EBITDA en termes de dette nette. Donc ça va. On n'est pas sur un bilan qui est trop lourd. Mais en termes de free cash flow, on est un peu plus de 3 fois. Donc là non plus, il n'y a pas péril dans la demeure sur la dette pour Essilor, mais s'il n'y a pas une excellente rentabilité, une meilleure rentabilité que cela, on va pas pouvoir baisser cette dette. Donc il faudra bien financer la croissance, pas de la dette. Donc ça c'est le problème. Est-ce que l'actionnaire est bien traité sur Essilor? On regarde. Le rendement du dividende, il est pas si élevé que ça, on a moins de 1%, donc ça c'est pas incroyable. On est à seulement un tiers des free cash flow qui sont versés en dividende, donc ça, on peut augmenter le dividende, c'est pas mal, on pourrait au moins aller jusqu'à 1,6 milliard de dividendes, ce qui donnerait un rendement supérieur à 1%. Et si on zoome là on voit qu'il y a un peu de dilution, donc il doit y avoir des plans d'actionnariat salarié ou des actions gratuites pour le management,
mais donc on n'a pas de rachat d'actions. Et donc le rendement de l'actionnaire il reste faible à 1% d'après les calculs de Coifin. Voilà, donc ce tableau-là n'est pas incroyable non plus. Hein. Et si on regarde la valorisation du groupe en valeur d'entreprise sur EBITDA, on est sur une médiane de 16,3. À dernière date disponible, on est à 20,8. Donc ça reste surcoté par rapport à la médiane historique. C'est quand même élevé. Et si on regarde en price to free cash flow, il y a un peu de dette, donc c'est un peu biaisé comme métrique. Alors si on regarde en price to free cash flow, là on est pareil, complètement surcoté. On est à 50% de surcote sur Essilor. Donc conclusion du dossier Essilor, soit vous croyez à l'histoire de croissance avec le partenariat, l'histoire du partenariat avec Meta. Donc pourquoi pas, hein, peut-être que ça fera monter les free cash flow, etc. Mais le problème c'est qu'on a une rentabilité qui est très faible, et donc ça se voit sur les multiples de price to free cash flow, on paye très cher une absence de free cash flow. Donc le seul espoir qu'on peut avoir sur Essilor, c'est que la forte croissance revienne, et que la rentabilité s'améliore, et donc, dans ce cas-là ça pourra valoir le coup, mais à l'heure actuelle, de ce que je vois avec les chiffres 2024, ce dossier n'est pas intéressant. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.